Bonjour à tous. Deux principaux sujets au menu de votre matinale de ce mercredi matin. D'abord, l'actualité liée au changement de régime à l'est du Bénin. Dans la rubrique économie, nous donnerons la parole au professeur Georges Abachi Allé, professeur titulaire de géographie économique, pour nous aider à cerner les intérêts économiques du Bénin maintenant que le pouvoir a changé de main à Abuja. Jacques Degbé, spécialiste maison de l'économie, nous aidera pour les discussions en détail. Il sera au téléphone de Parakou, comme d'habitude. Et dans la quatrième partie, nous recevrons Dr Bruno Monchos, spécialiste de la débrouille. C'est un sociologue à l'université d'Abomey-Calavi. Il a travaillé sur le paillot et nous proposera son avis sur cette promesse du nouvel homme fort du Nigeria de supprimer les subventions au carburant. Le deuxième sujet, c'est dans l'actualité du jour. Patrice Talon a réuni l'ensemble des responsables du personnel diplomatique en poste à l'étranger pour une séance de concertation hier. On a beau écouter aux portes et aux fenêtres, les oreilles n'ont rien pu capter de clair et de précis au terme des échanges d'hier au palais de la Marina. Les journaux n'en parlent même pas ce matin. Nous allons quand même l'évoquer pendant nos discussions. Et puis, nous aurons un autre sujet de débat, c'est le point rendu public de la concertation des évêques du Bénin. Les catholiques se sont prononcés sur la gouvernance Talon. Débat à venir. Bienvenue sur Actu Matin, voici la une des journaux. L'actualité à la une des quotidiens, voici donc le premier rendez-vous sur Actu Matin. On va ouvrir avec fraternité, annonce de la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria. Les belles intentions de Tinubu, le Bénin appelé à saisir la balle au bon. Modernisation du système d'identification des personnes, les avancées du Bénin saluées à l'international, détaillées à la page 2 du quotidien. 21 Days of Yellow Care 2023. Les employés de MTN Bénin auprès des communautés du 1er au 21 juin. Et puis, dernier titre, bradage des réformes des réserves administratives. L'ancien maire d'Abomey, Blaise Arance, Glélé, mis sous convocation. Nous passons à l'autre quotidien. En nomination du chef de file de l'opposition, l'expérience politique meilleur allié d'Éric Rondeté. Et puis désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates exige la reprise du processus. Nous sommes avec la nouvelle tribune maintenant. Bénin, faux médicaments et fausses ordonnances de retour. Le journal a constaté donc que le fait a repris. Et puis football, Coupe des Nations U20, UFOA à zone B côté dames. Les Amazones U20 du Bénin affrontent le Nigeria, c'est dans la journée d'aujourd'hui. Le progrès. L'Assemblée générale extraordinaire, le plan stratégique et le contrat d'objectif 2023-2026 de la FBF validé. Matin libre, assise nationale sur la fécondité au Bénin. Caprice d'État ou nécessité, le journal a donné la parole au docteur Emar Aguessi-Vognon, spécialiste des questions de population. Il a proposé son analyse dans les pages du quotidien. Chef de file de l'opposition, on était avec ou sans les attributs, se demande la publication. On va passer à un autre quotidien maintenant, Nord-Sud quotidien. Et là, c'est une triste nouvelle. Décès de notre consoeur, Marlène Zomaon, l'œuvre d'un boucher qui se prend pour un médecin. Moi, j'ai un petit cabinet. Trouvez les détails du quotidien au sujet de cette affaire à la page 3 de sa parution, de sa production de ce matin. D'abord, info première édition du CESPIO au Bénin. La psychologie étudiée sur toutes ses formes et par plusieurs acteurs. Avec un titre difficile, hein. Nous sommes maintenant avec la cime de l'info présidentielle de 2026. Ferdinand Laosson, l'incarnation d'un Bénin de paix, de développement et d'unité nationale. Visiblement, la campagne électorale a commencé. Le Soleil Bénin Info, non-désignation d'un représentant LD, c'est-à-dire les partis Les Démocrates, parmi les nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Les démocrates, dans un cinéma politique, Basile Rossi doit parler au peuple, conseille vivement. Le journal.
Le potentiel bradage de réserve administrative à Djimé, sud à Abomey, Blaise Ahanzo Glélé arrêté, libéré, puis mis sous convocation, a titré ce matin le potentiel. Un titre qui pourrait vous intéresser aussi à la une du quotidien Le Potentiel. Arnaque à grande échelle depuis la prison d'Accra-Missirité. Plus de 50 personnes escroquées, témoignages émouvants d'une victime, plusieurs policiers complices mis aux arrêts. Passons maintenant à décryptage info, taxi, moto et mobilité urbaine en Afrique. Il y a de quoi innover, s'exclame le journal. Le chasseur de l'info, soirée de remise d'Oscar à l'OFER, le professeur Placide Clédio et IFE Africa célèbre 42 artisans, innovateurs et chercheurs. Le recteur honoraire Maxime Dacruz et plusieurs universitaires ont été décorés à l'occasion, nous propose le journal Le Chasseur de l'Info. Fraternité pour la deuxième lecture maintenant, annonce de la suppression de la subvention des produits pétroliers au Nigeria. Les belles intentions de Tinubu, le Bénin appelé à saisir la balle au bon. Et puis modernisation du système d'identification des personnes. Les avancées du Bénin saluées à l'international. 21 Days of Yellow Care 2023. Les employés de MTN Bénin auprès des communautés du 1er au 21 juin. Et puis bradage des réserves administratives. L'ancien maire d'Abomey, Blaise Ahanzo Glélé, a été mis sous convocation. La journée a été chaude pour lui hier. Voici donc les informations à la une des productions de ce matin. On va aller en détail rapidement dans les parutions, et notamment avec Fraternité, qui nous propose un grand article à réflexion sur cette promesse de Bola Tinubu, le nouveau président nigérien, de supprimer les subventions accordées au carburant. Quelles seraient les répercussions sur la lutte contre le Kwayo par ici au Bénin? Question au cœur donc de la réflexion de Moïse Dossoumou, qui nous propose un bel article à découvrir dans les colonnes de Fraternité, le journal qui paraît quelque part à Ménotin. C'est un quartier de Cotonou. Et puis ce détail qui pourrait vous intéresser aussi, c'est cette actualité liée à l'ancien maire Blaise Ahanzo Glélé. Il a été mis sous convocation. Il a d'abord été gardé à vue, nous propose le journal Fraternité. L'ancien ministre de l'Urbanisme et ancien maire d'Abomey, Blaise Ahanzo Glélé, dans de beaux draps. Dans la journée de ce mardi 30 mai, il a été arrêté puis gardé à vue à la brigade économique dans une affaire de bradage des réserves administratives à Djimé Sud. C'est à Abomey, au centre du Bénin. Selon les informations recueillies, l'ancien ministre de l'Urbanisme, son ancien collaborateur aux affaires domaniales et une dizaine de personnes ont été citées dans cette affaire. Aux dernières nouvelles, l'ancien ministre a été mis sous convocation. Vous voulez des détails? Achetez Fraternité et informez-vous. Informez-vous aussi et à la bonne source avec la rédaction de Canal 3 Bénin. Cette fois-ci, ce sera avec le bulletin de l'information. Le patron de cette rubrique est déjà là, William Cliquant. Bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Et dans le bulletin à suivre, voici les titres des éléments essentiels à venir. Plus d'une semaine pour faire le point d'étape de l'atteinte des objectifs de développement durable au Bénin. Le forum national sur les deux ODD s'est ouvert hier à Cotonou et ce jusqu'au 8 juin prochain. C'est la première édition de cette initiative de la Direction générale de coordination et de suivi des ODD, dialogue entre acteurs et le renforcement de la résilience pour l'accélération de l'action sociale et locale sont les grands axes de ces travaux. Et puis plan international Bénin doute ces communes d'intervention d'espaces sécurisés construits dans le cadre de la mise en œuvre de projets plans pour les filles. Les infrastructures viennent d'être mises en service. La construction a été financée par Affaires mondiales Canada, de services de cadre d'échange, d'organisation et de rencontres, d'initiatives d'éducation pour les adolescentes et les filles. La transition pour le bulletin. Je l'ai annoncé, nous ouvrons le bulletin par là. La première édition, William, du Forum national sur les objectifs de développement durable, ODD, a eu lieu hier. Une rencontre organisée, Tanguy, par la Direction générale de la coordination et du suivi des objectifs du développement durable. Le forum favorise le dialogue entre les différents acteurs pour l'atteinte des ODD définis. Les travaux se tiennent à Cotonou du 30 mai au 8 juin prochain sur le thème « Renforcer la résilience pour accélérer l'action locale en faveur des ODD ». Voici le compte rendu.
Les politiques de développement au cœur de ce Forum national sur les objectifs de développement durable ODD. Un forum de haut niveau qui réunit à Cotonou des ministres, des préfets et les maires pour faire le bilan de la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Occasion pour les communes pilotes de la nouvelle stratégie du Bénin de présenter leur expérience aux organes centraux et décentralisés pour plus de résultats et d'impact des objectifs de développement durable. Le coût de ce processus est aujourd'hui donc le Forum national sur les ODD où les communes donc, qui ont fait l'exercice viendront partager avec leurs pairs, n'est-ce pas, les résultats qu'elles ont obtenus. Ce sera également l'occasion de bâtir autour donc, de certaines thématiques qui permettront donc de lever les goulots d'étranglement afin donc de permettre à nos communes d'accélérer donc l'atteinte des ODD. Au Bénin, la mise en œuvre du PAG 1 et maintenant du PAG 2021-2026 a mis en marche un train de réformes structurelles audacieuses qui ont généré des progrès très significatifs. Anticipant sur les nouveaux défis et enjeux, le gouvernement du Bénin s'est doté d'un cadre d'accélération des ODD avec pour instrument d'action publique les différents programmes d'action du gouvernement sous forme de programmes et projets. Des actes qui permettent au Bénin d'être parmi les bons élèves du continent en matière des objectifs de développement durable. Malgré cette performance, nous sommes conscients qu'il reste encore du chemin pour réaliser les ODD à l'échéance 2030. Nous avons, sur le coordonnateur résident, nous avons réalisé le costing des ODD au Bénin, nous présentant dans ces conditions comme l'un des 2 pays africains ayant fait cet exercice. Nous avons surtout priorisé ces objectifs en définissant ceux pour lesquels nous allons engager le plus notre gouvernement. Je pense notamment à l'eau potable, où nous avons dit que notre objectif était d'aller vers l'universalité à l'horizon 2021. Nous n'avons pas réussi, mais 80% déjà de nos compatriotes ont accès à l'eau potable. Et d'ici 2024, nous espérons donner de l'eau potable à tous nos compatriotes. Ce Forum national sur les ODD est donc une véritable étape de dynamisation des actions de l'État en collaboration avec ses partenaires au développement afin de réduire davantage la pauvreté dans sa globalité. Pour ce faire, le gouvernement de la République du Bénin mettra encore l'accent sur les investissements au niveau local. Voilà un sujet réalisé donc par notre économiste maison. On va passer à l'actualité sous un autre aspect. Le Parti Bloc républicain qui compatit aux douleurs des sinistrés de l'incendie du marché Zongo à Parakou, William. 2 semaines après le drame qui a ravagé une grande partie de ce lieu d'échange commerciaux réputé pour le commerce de friperie, une délégation du BR est allée en début de semaine apporter son soutien aux victimes. La délégation conduite par le député Charles Toko était composée de plusieurs autres membres de la coordination du parti dans la 8e circonscription électorale. Suivons ici les précisions. Nous, au niveau du Bloc républicain, nous voulons reconstruire les 115 hangars. C'est ça le concret. Du concret pour soulager les peines des victimes de l'incendie du 12 mai dernier. Le Parti Bloc républicain ne compte pas abandonner ses commerçants sinistrés. Vous voyez ici du matériel d'une valeur de plus de 20 millions de francs CFA. Nous avons là environ 58 paquets de feuilles de tôle, plus de 400 madriers, sans compter les pointes et accessoires. Quand les gens nous ont dit que vous avez cotisé jusqu'à 2 500 000 et que vous cherchez des aides, c'est là où nous nous sommes réunis au Bloc républicain. On dit non, ils n'ont qu'à garder ça. Comme ils ont fait un premier pas, nous allons faire les 115 hangars. Cette mission a été validée par le secrétaire général du Bloc républicain, son excellent Alois Biotchane. Et vous voyez ici, c'est dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis. Les vrais amis, c'est le Bloc républicain qui est venu poser ces actes-là. Ce n'est pas la bouche. Selon les enquêtes, 120 victimes sont recensées après le drame pour un préjudice financier évalué à environ 86 millions de francs CFA. L'arrivée de ces leaders du Bloc républicain est donc un gros soulagement pour ces sinistrés
qui ont presque tout perdu lors de cet incendie. Vraiment, je ne sais même pas quoi dire. Avec ce que tout le monde voit devant nous, le bois et les tôles, ce que le bloc républicain a mené maintenant, je ne sais même pas comment on est heureux tellement que les mots nous manquent. Vous voyez comment je parle, je ne sais même pas comment, tellement que je suis heureux là. Les mots me remercient. D'abord, une satisfaction. Une satisfaction parce que vous voulez poser un acte qui va rester indélébile. Merci donc pour la démarche. Plus de 20 millions de francs CFA pour reconstruire les 115 hangars détruits par les flammes. Le geste est salutaire, mais le parti du cheval cabré veut désormais jouer la carte de la prévention. Et là-dessus, le député Charles Toko a tenu un langage de vérité avec sa population. Mais vous savez, ça ne peut pas continuer. Ce que je vais vous conseiller désormais, c'est de prendre des assurances. Constituez-vous en coopérative et allez souscrire des assurances. Ça ne coûte rien. Les victimes ont assuré les donateurs d'une utilisation judicieuse des matériaux reçus. En attendant, les enquêtes se poursuivent afin de situer l'opinion sur les causes, mais aussi le bilan réel des dégâts de cet incendie. Le mini-journal va s'achever avec cette cérémonie d'inauguration des espaces sécurisés construits dans le cadre de la mise en œuvre du projet Plan pour les filles. Les réalisations financées par Affaires mondiales Canada viennent répondre à un besoin exprimé par les adolescentes et jeunes filles. Les infrastructures sont érigées dans les communes d'intervention du projet Plan international Bénin et elles vont servir de cadre d'échange, d'organisation de rencontres et d'initiatives d'éducation entre pairs. C'est un reportage signé Imet Hélène Amoussou. L'espace est aménagé au profit des adolescentes et jeunes filles. Il est construit dans chacune des 4 communes couvertes par le projet Plan pour les filles, à savoir Bante, Savalou, Dassazoumé et Glazoué. Les joyaux sont réalisés par Plan international Bénin. Ils viennent en réponse à un besoin exprimé par les bénéficiaires qui ont souhaité avoir accès à un lieu où elles auront l'opportunité d'échanger, organiser des rencontres et des initiatives d'éducation entre pairs. C'est un rêve des filles qui se réalise en ce jour d'inauguration. Nous exprimons également notre profonde gratitude envers toutes les personnes et structures qui ont rendu possible la concrétisation de ce projet. Les infrastructures sont érigées dans l'enceinte des centres de promotion sociale, à l'exception de celle de Savalou. Elles sont composées de salles d'écoute et d'une salle de rencontre de 70 places. On y retrouve aussi une salle informatique qui servira de bibliothèque et d'espace de lecture, ainsi que des toilettes. Ces réalisations viennent en complément à bien d'autres activités de renforcement des capacités organisées. Plusieurs activités de renforcement des capacités ont été organisées par le projet à l'endroit des adolescentes et des jeunes femmes sur des thématiques comme le leadership, la prise de parole en public, la dynamique de groupe, l'engagement communautaire, les activités génératrices de revenus et enfin à bien d'autres activités qui leur permettent de donner des outils nécessaires pour participer et devenir des leaders qui inspirent leurs pairs et d'autres personnes au sein des communautés. Jusqu'à date, nous avons finalisé 2 espaces, celui de Dassa et celui de Glazoué, et qui sont totalement achevés avec un coût global de construction et d'équipement estimé à 121 millions de francs CFA. Sensible à la qualité de la vie de ma population, en général et celle des filles en particulier, vous comprenez combien est ma satisfaction de voir s'ériger dans les 4 communes du projet ces belles bâtisses. La démarche vise à favoriser la créativité des adolescentes et jeunes filles, mais aussi leur autonomisation, la liberté d'expression, leur estime de soi, le développement de leurs compétences, de même que la constitution des réseaux interpersonnels et de solidarité. Le financement des initiatives est garanti par Affaires mondiales Canada. L'inauguration de cet espace sécurisé est donc pour nous un grand pas vers notre idéal. L'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la réalisation de leurs droits humains, sont des priorités du Canada depuis de nombreuses années. Cette infrastructure qui arrive donc à point nommé. Chères jeunes filles et jeunes femmes bénéficiaires de ce projet à Dassazoumé, il vous revient donc de profiter de cet espace sécurisé mis à votre disposition
et de le gérer de façon responsable. Dans les différentes localités où sont implantés les joyaux, les modalités de cogestion seront établies et validées avec toutes les structures impliquées. Tanguy, c'était le bulletin sur Actu Matin. Merci beaucoup à vous, William Cliquin, pour cet exercice. N'allez surtout pas loin. Nous devons nous revoir tout à l'heure pour faire le débat. Je vous rappelle rapidement les deux sujets sur lesquels on va échanger. D'abord, la conférence diplomatique qui a eu lieu hier à Cotonou. Patrice Talon a rencontré quelques responsables donc, de la diplomatie du Bénin à l'étranger. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? On va essayer de voir et de contextualiser le sujet. On va parler aussi de cette réflexion de prêtres catholiques béninois. Ils se sont vus, les évêques, pour échanger autour des questions essentielles liées à la vie sociale du Bénin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? On partagera ensemble des analyses tout à l'heure. William Cliquin, à tout à l'heure donc. À très vite, Tanguy. Mesdames et messieurs, place maintenant à notre bulletin d'information. Ce sera côté sport. Voici donc Sport Matin. Aujourd'hui, les sports, c'est un mot de résumé avec Ali Moumouni. Nous allons parler essentiellement football, en commençant par la Super League Pro du Bénin. Ensuite, on ira au Ghana avant de finir en Argentine avec la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Sport Matin sur Actu Matin ce mercredi matin. C'est une compilation à suivre signée des hommes forts, de l'homme fort des informations sportives sur Actu Matin à Ali Moumouni. Voici le résumé. Démarrons ce tour d'horizon de l'actualité sportive par le championnat national de football. On aborde ce mercredi 31 mai 2023 la 20e journée de la Ligue professionnelle du Bénin. Au total, 8 rencontres sont programmées sur les différentes installations. Ayema accueille Apobé, Dynamo FC d'Abomey qui s'est incliné lors de la 19e journée face à Coton sur le score d'un but à 0. Les Buffles du Borgo évolueront à domicile face à l'association sportive de Cotonou. L'Union sportive des Cavaliers de Niki offrira son hospitalité à l'association sportive du port autonome de Cotonou. Coton FC, leader au classement provisoire, accueille Damissa pendant que Dadje sera à Diakotomé face à la jeunesse athlétique de Kétou. Les Dragons de l'OME, après 2 victoires au cours de cette Super Ligue professionnelle du Bénin, seront à domicile pour affronter Bani Gansé. Les rencontres à domicile des Dragons FC de l'OME se disputent depuis environ 3 journées du côté de Saint-Louis Stadium de Semekraki. L'Autopopo sera de son côté à Grand Popo pour affronter l'association sportive de la vallée de l'Ouémé. Et pour finir, les requins de l'Atlantique accueilleront l'association sportive Kakounen de Kandi. Rappelons tout de même que Coton FC se rapproche davantage d'un deuxième titre consécutif avec une avance de 9 points sur son dauphin actuel, l'Autopopo, qui totalise 38 points. On file maintenant du côté du Ghana pour nous intéresser à la première édition du tournoi de l'UFOA U20 au niveau des dames. Les demi-finales demain se jouent au stade Baba Yara avec au programme 2 rencontres. À partir de 16h, le Ghana, pays hôte, aura pour adversaire le Burkina Faso, deuxième du groupe B. Le Nigeria affrontera en dernière heure les Amazones du Bénin qui ont réussi à valider leur billet pour ce tour après une entrée manquée. Et pour finir avec ce tour d'horizon de l'actualité sportive, direction l'Argentine où se dispute la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Les 8e de finale ont démarré depuis hier, mais aujourd'hui, 2 des 3 représentants africains qualifiés pour ce tour effectueront leur sortie. Si la Tunisie hérite du Brésil, qui est un gros morceau de la compétition, le Nigeria, quant à lui, affrontera le pays hôte, l'Argentine. Autre rencontre prévue pour cette journée, c'est bien sûr les matchs Colombie-Slovaquie et Angleterre-Italie, prévus respectivement pour 18h30 et 22h. Les sports sur Actu Matin. Avant de boucler cette deuxième partie de votre émission, la matinale sur la 3 émettant à Cotonou. Rapidement, un invité, sinon une invitée dans nos murs, Ginette Grace Bikossi, chef boutique Canal Plus Erevan Aéroport. Madame Bikossi, bonjour. Bonjour chers téléspectateurs. Merci d'être là, bienvenue chez nous. Vous êtes là pour partager avec nous une information assez intéressante. En tout cas pour vos clients, il s'agit de la campagne dénommée Festival Canal Plus. C'est bien cela? Exact. De quoi s'agit-il? Festival Canal Plus, comme vous savez, Canal Plus ne manque aucune occasion pour faire plaisir à ses abonnés. C'est pour ça que Canal Plus a lancé le Festival des cadeaux. Le Festival des cadeaux, c'est en 2 phases.
Vous avez d'abord le festival de séries, de programmes alléchants, et vous avez également le festival des cadeaux qui se manifeste par une offre alléchante. L'offre, c'est quoi? Pour tout réabonnement du 25 mai au 30 juin, vous bénéficiez, je vais y arriver, vous bénéficiez de 15 jours systématiques à la formule de 40 000. Donc, voilà. Et non seulement ça, tous les jours du 25 mai au 30 juin, Canal+ récompense le 300e abonné de sa base. Donc, je vous explique. Non seulement vous bénéficiez des 15 jours pour votre réabonnement, mais également si vous êtes le 300e abonné de la base de Canal+, il y a un cadeau qui vous attend. Voilà, vous avez 1 an à la formule de 40 000 offerts. Donc, vous garantissez votre télé, votre réabonnement jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine. Ouais. Très intéressant en tout cas. Avant qu'on poursuive ces échanges, je propose qu'on suive rapidement ce spot que vous aviez réalisé dans ce cadre précisément. Teste le micro. Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. Voilà, c'était donc la pub qui montre en tout cas la proposition assez intéressante au niveau de Canal+. En dehors de cette belle offre, dites-moi madame, quelles sont les autres surprises qui attendent les clients qui vous sont fidèles? Alors, les autres surprises qui attendent les clients qui nous sont fidèles, comme l'annonçait notre publicité, c'est de bons programmes. C'est des programmes alléchants durant tout le mois de mai et qui continuent en juin. Donc, pour ne citer que quelques programmes, vous avez la finale de la Champions League, vous avez la finale des différents championnats, vous avez, par exemple, une série dénommée La Famille Y, qui a commencé depuis le 29 sur A+. Vous avez également Sylvester Stallone dans sa nouvelle série Tulsa King. Vous avez l'intégrale Top Chrono, avec Jack Bauer, qui revient également. Vous proposez à revisiter cela. Hein? Exactement. Très intéressant, en tout cas, cette série-là. Merci. Vous avez également le Roland Garros, tout le mois. Tournoi de tennis. Voilà, qui a commencé depuis le 28. Tout à fait, oui. Vous avez plein d'autres séries. Vous avez Avenida Brésil, nos feuilletons pour les amateurs de feuilletons. Vous avez les séries sur Nollywood également. Donc, il y a tout pour faire plaisir aux différents abonnés selon leur appétence. Et je propose encore une fois de suivre cette pub que vous aviez réalisée pour accompagner cette belle offre-là. Grab and take, baby. You are shouting, girl, not a maybe. Give me chance of it. Teste le micro. Bang, bang. Loco, loco. You ready, can you bounce, ready, loco. Loco, loco. Baby, let me see you smile for the photo. Yeah, yeah. Shut down, thing. Bim, bang, bang, bang. Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. Dites-moi, comment est-ce qu'on s'abonne? Comment est-ce qu'on se réabonne? Nous avons plusieurs boutiques et distributeurs répartis sur le territoire national. Nous avons également nos fidèles partenaires Move et MTN pour vous réabonner depuis la maison. Vous pouvez également faire un tour sur notre page Facebook Canal+ Bénin ou tout simplement appeler le 70 55 ou le 63 10 15 18 pour vous faire prendre en compte immédiatement par ma boutique. Le 70 55 et le 63 10 15 18. 63 10 15 18. Pour vous faire prendre immédiatement en compte. C'est un contact payant, hein?
Oui. Alors, comment faire pour avoir les informations utiles pour soi et pour ces nombreuses offres-là, quand on veut avoir les détails? Oui, si vous voulez avoir les détails, comme je le disais tantôt, appelez ces numéros ou déplacez-vous dans une boutique proche de chez vous, par exemple, et nos commerciaux se feront le plaisir de vous apporter leur aide et de vous fournir toutes les informations nécessaires. Vous avez un mot pour finir cet entretien? Oui, bon, mon mot de fin, c'est juste inviter tous les abonnés et les non-abonnés à venir profiter de cette offre pour ne rien rater des programmes alléchants que Canal+ leur réserve. Ginette Grasse-Bécossi, chef boutique Canal+ et Révan Aéroport, merci d'être venu. Vous êtes passé nous dire 2 mots au sujet du festival Canal+. C'est beaucoup de choses qui attendent les abonnés, les fidèles clients de votre structure. Faut-il le rappeler, pour les détails, appelez le 70 55 ou le 63 10 15 18 pour avoir les informations liées justement à ces belles occasions que Canal+ vous offre pour profiter de vos beaux moments de vacances. Encore une fois, merci. C'est bon. Passez une bonne journée. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la deuxième partie d'Actu Matin. On va marquer une pause, le temps de revenir par ici pour dérouler la troisième, et la troisième. On aura rendez-vous au téléphone avec Jacques Degbe qui va nous parler économie. On va parler de situation politique, avec des sujets politiques au plan national avec les débatteurs. Et puis on va finir par ce que je ne comprends pas, une rubrique signée Franck Aono. Voici la pause. Test le micro. Bang bang, loco, loco, you radically bounce on me loco, 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 baby let me see you smile for the photo. Yes, yeah, shut down, thing, bang bang bang. Quand la famille Canal+ fait son festival, c'est un festival de cadeaux pour vous. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre un festival des sports. Les dernières journées de championnat, la finale de la Champions League, les finales NBA, la F1 et tout Roland-Garros. Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. De retour sur ce plateau pour engager la troisième partie de cette émission. Je vous propose déjà à suivre cette belle rubrique de Franck Aono. Ce que je ne comprends pas, c'est une rubrique qui donne la parole aux citoyens afin qu'ils évoquent les situations qu'ils ne comprennent pas dans leur environnement et dans leur localité. Voici la récolte de ce mercredi matin. Ce que je ne comprends pas, c'est la mévente premièrement. Ensuite, le nécessaire devrait être fait pour que le nouveau marché soit vite construit. Parce qu'on souffre ici. Quand la pluie tombe, nous sommes inondés. Ce que moi je ne comprends pas, c'est quand il y a la boue dans le marché, les autorités ne peuvent-elles pas faire remblayer le marché? Ce qui m'inquiète le plus, c'est la boue qui devient vraiment gênante. Non seulement cela empêche les clients de venir, mais en plus,
Il y a les moustiques qui nous donnent encore le paludisme. Dans ce marché, nous ne vendons rien et la bourse est encore installée, ce qui bloque les clients. Ce qui m'étonne et que je ne comprends pas, c'est que dès qu'une petite pluie tombe, c'est la boue qui vient. Malgré nos efforts pour essayer de combler avec le sable, rien ne change. Si c'est possible, nous demandons humblement aux autorités de nous faire déménager. Ce serait vraiment mieux. Ce que je ne comprends pas, chaque fois qu'il pleut, c'est la boue qui vient et tout est fade dans le marché, qu'on nous aide vraiment. Ce que moi je ne comprends pas, c'est la mévente. Et cette mévente, c'est la boue qui la crée. Même quand vous regardez les alentours, il n'y a que de la boue. Il y a des choses qui sont en train de nous étonner et je voudrais vraiment obtenir la quintessence. Auparavant, on ne souffre pas si tant avant de manger. Mais maintenant, les choses sont si chères et il y a la mévente. On ne peut plus utiliser de petits sous pour être rassasié comme avant, car il n'y en a même plus. Ce que je ne comprends pas, c'est la mévente. Et le marché est en mauvais état. Que les autorités nous aident parce que cela empêche les clients de venir. Moi, je suis venue au marché avec une liste d'achats et un budget. Mais maintenant, tout ce que j'avais prévu, je n'ai pas pu les acheter parce que tout devient cher de jour en jour. Même avec 5 000 francs, on ne peut rien faire. Si les autorités peuvent nous aider et réduire les prix, ce serait bien. Que notre président nous vienne au secours. Et voilà donc la rubrique « Ce que je ne comprends pas » réalisée dans le marché de Coco-Codier, c'est quelque part dans la commune à Dabo. Mais vous aviez écouté hein, ça et là les soucis des populations, notamment des femmes de ces marchés-là, l'état du marché, la mévente et bien d'autres soucis liés à la subsistance quotidienne. Allez, on va passer maintenant à l'instant débat sur Actu Matin. Je l'ai annoncé, nous avons 2 sujets qui nous attendent. Mais déjà, les débatteurs dans ce studio, je veux annoncer déjà Ulrich Ekwe Gaba qui sera accompagné de Franck Aonou à ma gauche et puis à ma droite. Eric Guédenon et puis William Cliquin pour le débat de ce matin. Les 2 sujets, je vous les rappelle. Patrice Talon a rencontré hier les leaders et responsables de la diplomatie du Bénin à l'étranger. Que se sont-ils dit? Question justement qu'on va se poser hein, avec quelques soucis parce que difficile d'avoir les bribes des échanges qu'ils ont eus au Palais de la Marina ce mardi 30 mai 2023. Et puis le deuxième sujet, on va examiner ensemble ce que disent les évêques du Bénin au sujet de la situation socio-économique du Bénin. Vous le savez, les prêtres catholiques se sont vus dernièrement, ils ont échangé, ils ont sorti à la fin une note qui a été rendue publique. Les gars, bonjour. Bonjour Tanguy. Bienvenue. Merci, merci. On commence par le sujet sur la conférence diplomatique. J'avoue que ça aurait été une bonne intervention dans votre rubrique, Franck Aonou. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait autant de silence sur cette rencontre? Ce que je ne comprends pas, c'est
C'est ce que je C'est ne comprends pas. C'est la rubrique qui revient. Ce que je ne comprends pas, c'est justement la question que vous posez, parce qu'on ne devrait pas faire du tabou autour de cette rencontre-là. On sait que le chef de la diplomatie, l'ex-chef, a été débarqué. Et vous savez, lorsque il y a un patron de la diplomatie, lui, il a sa ligne, c'est vrai, la ligne générale de notre pays, mais lui-même, il imprime sa marque, parce que c'est quelqu'un qui est resté dans un domaine donné, qui a une certaine expérience. Et à partir du moment où il a été remercié, il est quand même de bon ton qu'on réoriente les choses. Moi, je pense que c'est dans cet ordre d'idée-là que le chef de l'État a rencontré. Est-ce que quelqu'un parmi vous a écouté aux portes? Il a entendu quelque chose là? William, vos oreilles ont pu capter quelque chose de parler de la marine? Rien à filtrer, puisque c'était à huis clos et il n'y a pas eu de communiqué officiel non plus. Et je crois que là-dessus, c'est presque une première dans l'histoire, une conférence diplomatique sur laquelle on n'a pas les grandes articulations, où c'est à la fin des travaux que nous saurons forcément ce qui va se passer. Parce qu'en 81, c'est-à-dire un peu au lendemain du discours-programme du général Mathieu Kérékou, quand il voulait imprimer sa marque dans le marxisme-léninisme, il a bien rencontré tous les ambassadeurs du Bénin. D'ailleurs, à l'époque, il avait des partenaires nouveaux, la Bulgarie, les pays d'Asie, la Chine et autres. Et donc, naturellement, il a voulu redéfinir cette carte. La plus grande de l'histoire, c'est 2009, avec Jean-Marie Rouzou, au Palais des Congrès de Cotonou, avec une rencontre des ambassadeurs, un thème défini à l'avance. Les médias, comme nous le faisons ici, en ont débattu, ils en ont parlé. C'était sur la relance de la diplomatie béninoise pour notamment l'impact du développement économique et social des Béninois en 2009. Vous voyez, donc, ce n'est pas une première. Je pense que, du point de vue de l'histoire, c'est une troisième conférence diplomatique de la sorte. Et c'est une vieille tradition qui date d'avant même la constitution de la Société des Nations et des Nations Unies, selon les diplomates, puisque c'est une pratique dans le milieu francophone comme dans le milieu anglo-saxon pour redéfinir les bases de la diplomatie. Dans certains pays, c'est même institué et c'est dans un agenda précis. En France, par exemple, périodiquement, le chef de l'État doit rencontrer les ambassadeurs, donner les directives de la politique. Parce que Franck disait quelque chose tout à l'heure sur lequel j'ai envie de revenir. On a pour habitude de dire, notamment dans les médias et dans le discours populaire, que les ministres des Affaires étrangères sont les patrons de la diplomatie. Mais non, la diplomatie, la politique étrangère est détenue par le chef de l'exécutif. Déterminé par le chef de l'exécutif, et c'est par procureur. Il est dépositaire de ce pouvoir qu'il remet par procuration au ministre des Affaires étrangères. Et notamment dans notre cas, l'article 61 de la Constitution est très clair. C'est le président qui entame les fonctions. On va revenir sur tous ces détails, mais déjà parlons de l'information et du factuel. On n'a rien à propos. Personne ne nous dit ce qui s'est passé et ce qui va se passer. On peut peut-être comprendre cette situation, c'est parce que ça a été fait dans la précipitation, non, Eric Guédeno? Je pense pas. Juste après le départ de Rolien, le communiqué est sorti et qui invitait donc les diplomates à rallier Cotonou pour cette conférence. En l'espace d'une semaine, c'est quand même précipité. Pour une rencontre avec le chef de l'État. Je pense que les couloirs de la Marina seuls pourront véritablement nous dire ce qui a filtré de cette rencontre. Mais après, on n'est pas non plus trop surpris de cette façon de faire. Il y a eu déjà plusieurs rencontres que le chef de l'État a eues. Généralement, quand il rencontre les centrales syndicales, c'est quelques jours après que nous avons les informations. Récemment, avec les acteurs du Sodia, c'est le lendemain qu'on a eu justement les informations. Je pense que les services de communication de la présidence nous ont habitués à nous faire une compilation, souvent des rencontres du chef de l'État. Est-ce que ce n'est pas aussi par la 24 heures, 48 heures après les rencontres. Donc, ce qui est certain, c'est qu'ils doivent avoir des points de renseignement, des contacts à appeler. On n'a pas besoin d'attendre la cellule de communication de la présidence pour avoir des informations. Loïc Gaba. Ben écoutez, on n'a pas besoin de la cellule de communication, vous dites, et ça me fait sourire. Vous savez que nous avons connu ce que nous appelons tous au Bénin la normocommunication, qui a centralisé les informations au niveau de la présidence de la République. Et soit ceci dit, nous pouvons simplement remarquer quelque chose.
chaque fois qu'il y a de grandes réunions, vous devez remarquer qu'il y a un silence total autour de cette réunion. Et ce n'est que justement la direction de la communication présidentielle qui vient nous donner des bribes de cette rencontre. C'est devenu une ritournelle et les Béninois commencent par s'y habituer. Ce n'est pas la faute du journaliste, parce que le journaliste ne peut pas inventer l'information. Il ne peut pas créer l'information. Il travaille dessus, il relève il investigue, mais il relève d'abord les faits. Et c'est sur les faits qu'il fait son commentaire et ses analyses. Mais tant qu'il n'y a pas de faits, il peut faire peut-être des observations, des supputations, des analyses et des investigations. Mais les investigations, quand on ne vous permet pas d'accéder à la source, pour avoir l'information, en tant que journaliste d'investigation, il faut avoir accès à la source. Et quand la source est fermée, c'est difficile. Ceci étant, il faut revenir au canevas même de la rencontre diplomatique. C'est vrai que l'ancien ministre des Affaires étrangères a été débarqué et juste après, moins d'une semaine après, il y a une rencontre avec les diplomates. Je l'avais dit une fois sur ce plateau, on sent qu'il y a une redéfinition de la carte diplomatique. Mais l'autre aspect qui est encore plus important, comme le président est dépositaire légal de sa ligne diplomatique, il pouvait définir une ligne et l'imposer à tous les diplomates. En les rencontrant, moi je pense plutôt que c'est beaucoup plus important parce que là, il veut écouter les observations. Parce que étant déjà sur le terrain, ils peuvent pouvoir dire les points sur lesquels on peut améliorer, sur lesquels on peut tabler pour améliorer des aspects ou réajuster justement des relations par rapport à certains pays. Oui, mais est-ce que c'est bien le moment maintenant de penser au réajustement, comme vous le dites, parce qu'on sait qu'on est à la fin pratiquement, sinon du deuxième mandat de Patrice Talon. Alors on est resté un peu timoré, un peu fermé sur soi, discret sur tout ce qu'on fait à l'étranger. Parfois même le chef de l'État sort du Bénin et même les Béninois ne sont pas informés. Est-ce que c'est maintenant qu'il faut réajuster alors qu'on n'a que 3 ans devant soi, Eric? Alors le chef de l'État a son agenda. Et c'est tellement qu'il a senti le besoin de tenir cette rencontre, justement, comme l'ont relevé Ulrich et puis William, de redéfinir la carte diplomatique. Il semble peut-être que l'orientation n'est pas comprise de tous les acteurs de la diplomatie. 7 ans après. Je suppose. Et donc, il faut peut-être revoir certaines lignes, revoir certaines coopérations. Il a peut-être senti le besoin de le faire de vive voix avec les acteurs eux-mêmes. Peut-être qu'il va leur donner l'opportunité eux-mêmes de pouvoir apprécier ce qui a été fait jusque-là, depuis 2016, et de voir les aspects sur lesquels on peut réajuster, n'est-ce pas, et tout ça. Parce que, qu'on le veuille ou non, un État reste un État, et la diplomatie est un aspect important, puisque nous coopérons avec d'autres États. Donc, il y a forcément une nouvelle idée qui sortira de cette orientation qui sortiront certainement. Alors, mais après, ce n'est pas non plus un mystère. Hein, ce n'est pas non plus un mystère que le chef de l'État rencontre les diplomates. C'est une tradition. C'est vrai qu'on ne l'a pas souvent fait ici. On ne l'a pas souvent fait ici. Mais chez nous, c'est un mystère depuis hier. On ne connaît même pas la tête de qui on connaît la tête. On connaît la tête de ceux qui ont participé. Puisque le communiqué a été clair. Tous les ambassadeurs au poste sont rappelés. Chefs de mission diplomatique. Ça prend des chefs de mission diplomatique. Nous savons on ne les connaît pas tous. Nous savons que dans cette salle, on ne peut trouver que des diplomates avec le chef de l'État. On a bien envie de savoir si le Bénin est présent en Azerbaïdjan et qui le représente là-bas. On a besoin de voir la physionomie des gens maintenant. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre après cette rencontre-là, Franck? Non, moi je pense que, avant de répondre à votre question, moi j'ai passé un coup de fil. Et on m'a dit juste ceci, il n'y a pas péril en la demeure. Le chef de l'État a le droit de rencontrer les ambassadeurs, ceux qui sont en mission et tout. Donc, moi, je pense qu'on devrait s'en tenir à cela jusqu'à ce que nous ayons un communiqué officiel ou les conclusions de la rencontre. Moi, je pense que... Ils vous ont au moins dit quand est-ce que ça va venir, les conclusions? Non, on attend. Donc on attend, on va prier les dieux. On va prier les dieux qu'on pense à nous un jour. Oui. Voilà. Donc, ma question, est-ce que quelque chose va changer? Oui, bon, quelque chose va changer. Je ne pense pas qu'il y ait grand changement. Hein. William l'a dit tout à l'heure très clairement. La ligne, disons, diplomatique, elle est connue et cela est détenu par le chef de l'État. Il va peut-être les repréciser. Et tenez-vous tranquille, la rencontre se tient au lendemain de l'investiture
du président d'à côté. Ça n'est pas anodin. Moi, je pense que la rencontre a été prévue pour discuter de tout On cela. veut mobiliser tous les diplomates sur la question. Pas forcément spécifiquement sur le Nigeria, mais pour dire que la ligne va changer peut-être avec le Nigeria et par ricochet, avec d'autres puissances. Mais vous savez, pour moi, il doit y avoir un léger changement tout au moins. Parce que la conjoncture dit tout. Le ministre des Affaires étrangères qui n'est plus en poste. On annonce une autre ministre des Affaires étrangères en remplacement. Cette conférence diplomatique, si, est un rappel d'ambassadeur, de chef de mission diplomatique qui ne se passe pas dans le même contexte que les autres, c'est-à-dire l'organisation, cette fois, est à huis clos, pas... ce sera peut-être un peu comme un conseil des ministres. C'est-à-dire, non seulement ça se passe au palais de la Marina, mais c'est ce qu'on voudra nous dire de cette rencontre entre ces grands généraux de notre diplomatie que nous entendrons. C'est en cela que je pense que c'est tout particulier, qu'il y a un objectif précis derrière. Mais le président de la République en a les armes. L'article 61 de la Constitution est clair dessus. Non, personne ne lui conteste le droit de rappeler qui il veut, de discuter avec qui il le veut, et quand il le veut, comme il le veut. Il peut même attendre la veille de son départ du pouvoir pour appeler les chefs de mission diplomatique. C'est son droit, Ulrich. Absolument. Alors, qu'est-ce qui va changer? Bon, je pense que, contrairement à Franck, des choses vont changer. Parce qu'on sent déjà même que... Vous avez vu, on a vu un Patrice Talon fermé sur lui pendant longtemps, pendant plus de 7 ans, et qui ne sortait pratiquement pas, où il n'avait que 2 destinations connues par tous les Béninois, la France et puis le Rwanda, a priori. Mais subitement, on voit un Patrice Talon qui va à l'investiture de Bola Tinubu, on se pose des questions. C'est-à-dire, on sent déjà que lui-même, il imprime la marque de ce changement diplomatique. Et vous n'êtes pas sans savoir que celle qui vient remplacer Aurélien Benossi, elle était ambassadeur du Nigeria. Qui est annoncé pour remplacer, parce que de toutes les façons, la note n'est pas encore sortie officiellement. Donc, elle est ambassadeur du Nigeria. Donc, ce qui veut dire qu'on sent une sorte d'offensive diplomatique vis-à-vis du Nigeria. Et c'est pas cette tant mieux. Si ça peut apporter quelque chose à l'économie du Bénin, c'est tant mieux. Il y aura un changement. Déjà, la conférence en elle-même a dit un changement. Justement, en 7 ans, on ne convoque pas une conférence diplomatique juste pour dire à ses ambassadeurs, bon, continuez comme d'habitude. Non, je pense qu'on l'a fait parce qu'il y a un changement qu'on veut apporter. Parce que jusque-là, nous avons fait du sur-mesure, une diplomatie sur-mesure, strict minimum, on ne fait pas trop de déplacements, on est un peu fermé. Et il y a une raison à cela, parce que depuis 2016, on a senti qu'il y a des besoins à l'interne. Il y a du travail à faire, il y a des chantiers, n'est-ce pas, à amorcer. Et donc, on est plus orienté sur les politiques internes, n'est-ce pas, on attendra les jours suivants ce qu'ils nous diront, des nouvelles orientations, s'il y en a. Bien sûr, au sujet de la diplomatie béninoise. On va parler du deuxième sujet, les évêques du Bénin qui se sont vus à Tchambedji, quelque part au Bénin. La semaine écoulée, c'est à l'occasion de la 69e session plénière ordinaire de l'organisation pour discuter d'un certain nombre de sujets qui pourraient intéresser les communs des Béninois au-delà des fidèles chrétiens catholiques. Alors, il s'agit de sujets dissociés. D'abord, déjà, la question de l'insécurité grandissante et la cybercriminalité constatée. L'Église demande aux parents et aux autorités de redoubler d'efforts, Ulrich. Oui. Bon, c'est une très bonne observation faite par le clergé béninois. C'est vrai que le clergé aurait pu aller beaucoup plus en profondeur parce que quand le clergé demande aux parents, aux autorités d'intervenir, d'accompagner, le clergé est bien placé aussi pour bien accompagner parce que observez le nombre d'églises qu'il y a dans le Bénin. Le clergé est bien placé dans les homélies. Ils sont plus présents que dans les homélies. Je pense que le clergé a tout à gagner en insérant carrément cette information, cette sensibilisation dans les homélies sur l'ensemble du territoire national. Je pense que ça jouerait un grand rôle. Sans oublier que, effectivement, les parents aujourd'hui doivent jouer un grand rôle. Ils sont totalement absents de l'éducation des enfants. De plus en plus, les parents sont absents de l'éducation des enfants. Et les autorités aussi. Parce que qu'on le veuille ou non, d'ailleurs, le clergé a précisé qu'il faut qu'on mette aujourd'hui un système éducatif, qu'on mette en place un système éducatif qui qui forme des créateurs d'emplois et non des demandeurs d'emploi. Je pense que c'est l'un des points essentiels sur lesquels le gouvernement doit beaucoup plus tabler aujourd'hui. Le clergé a fait un point kaléidoscopique de la situation au Bénin, sociopolitique, parce qu'on a vu beaucoup plus les médias parler des reproches à la gouvernance de Patrice Talon. Attention, le clergé, c'est
a opiné sur beaucoup de sujets qui touchent le quotidien des Béninois, notamment les questions sociopolitiques aussi. Sur la question de la cybercriminalité, c'est un problème d'éducation, selon moi. Et donc, interpeller les parents qui sont les premiers vecteurs de l'éducation, pour moi, c'est très bienvenu. Maintenant, d'autres questions sur lesquelles le clergé vient m'intéressent aussi, notamment les taxes, par exemple. Quand le clergé dit on va en parler tout à l'heure. Continuons à parler de cybercriminalité. Les prêtres se sont intéressés aussi à la situation des détenus au niveau des prisons civiles du Bénin. Depuis cette campagne, cette vaste razzia au niveau donc des jeunes investis dans cette activité-là, il n'y a que la population carcérale grossit. Ce n'est pas seulement dehors qu'on fait beaucoup d'enfants. Il y a aussi que là-bas, on doit régulariser un peu les naissances entre griffes. Mais c'est pas nouveau, hein, cette question, William. Oui, c'est en cela qu'il fallait voir la méthode avec laquelle nous allions à la répression de la cybercriminalité. Parce qu'avant même cette répression où on a vu des milliers de jeunes derrière les barreaux, il y avait déjà surpopulation carcérale. Il y a des organisations non gouvernementales qui ont fait des études qui prouvent que dans les 11 maisons pénitentiaires en République du Bénin, il y avait sureffectif. Et si, dans un contexte comme celui-là, il faut ajouter des jeunes qui sont dans une tranche d'âge dans laquelle, quand ils n'ont appris à rien faire jusque-là et qu'ils passent 10 ans, 20 ans derrière les barreaux, ils reviennent, ils sont des bombes à retardement pour la paix sociale, pour la cohésion sociale. C'est en cela que j'appelle à une réflexion de façon holistique sur la question de la cybercriminalité, de sorte à ce que nous exploitions les méthodes alternatives à la détention. On ne réprime pas qu'en écrouant, on ne réprime pas qu'en mettant derrière les barreaux. Il y a des méthodes juridiques. Quelles méthodes concrètes on peut Je ne suis pas un expert de l'arbitrage ou du droit. Quelqu'un, par exemple, qui vous arnaque à hauteur de plusieurs millions et paralyse vos activités, vous rend malade, etc. Quelle est la meilleure sanction qui le corrige et qui le ramène dans le droit chemin? C'est un individu perdu à jamais, non? Non, pas perdu à jamais. D'ailleurs, les maisons d'arrêt ont une visée correctionnelle. Elles ont, normalement, on n'en ressort pas plus récalcitrant, mais on devrait être amorti, on devrait changer de mentalité. Franck Aounou, justement, il faut bien s'inquiéter parce que, aux dernières nouvelles même, il y a un détenu à la prison civile de la promiscuité qui a réussi quand même à arnaquer depuis sa cellule une bonne soixantaine de tenanciers de points de mobile money. Il faut bien réfléchir à comment est-ce qu'on lutte contre ce phénomène. Oui, il faut réfléchir et poursuivre les réflexions davantage. Moi, je pense que les inquiétudes de la conférence épiscopale, ce n'est pas la première fois que cette conférence émet des réserves sur des questions, disons, qui touchent les populations à l'occasion du vote de la loi pour encadrer l'avortement et bien des situations. On a écouté les prêtres se prononcer. Et cette fois-ci, je crois qu'ils ont visé une situation qui se produit, une situation qui est en train de décadencer un peu le rythme de notre société. Et c'est important parce qu'en face de ceux-là, dans les églises, et Ulrich l'a dit tout à l'heure, sauf que ils le font. Lorsque vous suivez les homélies, lorsque vous suivez... Ils parlent d'éducation, ils parlent de morale. Mais les jeunes sont fermés. Hein, les jeunes sont fermés et ne veulent pas changer, c'est dommage. Et même les prêtres sont victimes de l'ANAQ. Tout le monde est victime, oui, ils sont victimes de l'ANAQ. Et donc moi je pense que c'est une prise de position qui fait bien, qui fait du bien à tout le monde. Parce que ça a relancé un peu le débat. Maintenant, la stratégie que j'aime chez les catholiques, c'est que on met le problème sur tapis, on évoque le problème, mais on fait des suggestions. C'est important et moi je pense que les pouvoirs publics devraient s'en approprier. Alors le potentiel que nous annonce très clairement dans sa parution ce matin à Anak à Gland-Léchelle, plus de 50 personnes escroquées. Avec ce témoignage-là d'une victime, la personne qui les a escroquées est emprisonnée à la prison civile d'Akpro-Missérété. Et il y a même eu quelques policiers qui ont été mis aux arrêts, qui sont enfin en griffe complice pour le moment. On a du pain sur la planche, hein, Eric, par rapport à la lutte. Absolument. Je pense que lui doit être un Michael Scofield à la béninoise. Je pense que c'est une question assez préoccupante. Et la conférence se fait bien de revenir là-dessus dans son communiqué final. Et comme l'a souhaité Ulrich, c'est bien de le relever, mais je pense que c'est un phénomène qui nous touche.
et qui devrait mobiliser tout un chacun de nous. L'Église joue certainement déjà son rôle et elle a encore appelé à continuer à jouer parce que l'Église est famille. Et ce sont des questions d'éducation et donc il faut davantage encourager les parents à revoir et bien entendu certaines notions, n'est-ce pas, aux enfants. L'Église l'a déjà rappelé aux jeunes de choisir le bon chemin et d'éviter le gain facile. Alors l'Église est famille et justement, elle a pris une position par rapport à cette annonce du gouvernement d'organiser quelques jours de réflexion. Je crois que ça doit être en septembre prochain, à annoncer sur la démographie béninoise. Que pensez-vous de la position de l'Église catholique? L'Église catholique est dans son rôle parce que l'Église, elle est de la famille et elle a bien précisé que il faut que ces assises soient éclairées, de sorte à ce que les décisions qui seront prises respectent la sacralité de l'homme. On sait que des décisions sont prises par rapport à ces genres de situations. Est-ce que nous devons aller à la limitation réelle des naissances? On ne sait pas encore, rien n'est encore précis. Mais vous le savez très bien, vous savez que la loi sur l'avortement, jusqu'à présent, l'Église est restée assez mitigée sur la question. Pas mitigée, ils ont été très tranchés, ils ont pris position. Vous voyez, vous voyez un peu les catholiques ont dit au sujet de cette annonce-là, ils souhaitent d'ores et déjà, c'est-à-dire les évêques, d'ores et déjà compter sur la bonne foi de tous les acteurs convoqués au débat pour des prises de décision qui respectent la dignité humaine, la sacralité de la vie, la sauvegarde de la famille, premier sanctuaire de la vie, et tout ceci de la crainte de Dieu. Et quand c'est comme ça, le message est assez clair. Ça veut dire qu'ils ne sont pas pour, a priori. La position n'est pas encore connue. Justement, ça n'a pas empêché de voter la loi sur, ma foi, l'avortement, par exemple. Oui. Rapidement, Eric, très rapidement. L'Église a fait des recommandations sur l'esprit qui doit gouverner les travaux. Peut-être qu'à l'issue des assises, l'Église reviendra peut-être encore de façon plus précise. Moi, je n'ai pas cette opinion. Oui, mon opinion, c'est que lorsque l'Église donne sa recommandation et demande qu'on n'aille pas dans un certain sens, c'est-à-dire ne pas atteindre la sacralité, la position est très claire, c'est-à-dire réfléchissez, sortez vos méninges, faites toutes vos gymnastiques intellectuelles, mais attention, la vie humaine est sacrée comme le dit la Constitution. Là-dessus, l'Église ne pouvait pas être beaucoup plus claire selon moi. Et sur la question de la limitation, je crois que le débat a avancé. Ce n'est pas une limitation toute faite qui sera discutée. On a réajusté en nous disant que ce sont les discussions sur la démographie et la fécondité et qu'on décidera une fois ces assises, au sortir de ces assises. Mais la décision sera pour la limitation ou pas? Bon, mais oui, parce que là, nous sommes en train de jouer avec les mots. Je présume qu'on ne peut pas connaître ces décisions. Les assises. On a juste l'impression qu'on joue avec les mots. Vous me permettez, oui, Franck, au sujet de la position de l'Église sur les assises annoncées. Non, je crois que c'est clair. Si vous voyez tel que énoncé dans leur communiqué final, on a dit de respecter la dignité humaine, on a dit la sacralité de la famille, il faut dans la crainte de Dieu. Parce que si vous allez chez les athées, les évangélistes, vous allez dans n'importe quelle chapelle religieuse, vous allez entendre Dieu, Dieu, Dieu. Ça veut dire que même les dirigeants qui sont là, ils ont leurs croyances. Même si parfois on dit je ne crois à rien, mais je crois, ils croient quand même en quelque chose. Je crois que c'est à cela que l'Église est en train d'inviter les uns les autres. Donc, il faut recadrer un peu les réflexions et c'est le canevas que l'Église a choisi. Alors, vous avez commencé à l'évoquer, William, l'Église qui demande qu'on nous diminue notre charge fiscale et les taxes qu'on paye au quotidien. Enfin, on dirait, quelqu'un pense à nous. Oui, des gens pensent à nous. Même ceux qui nous imposent des taxes pensaient à nous. Ah oui? Et bon, c'était pour eux la manière de redistribuer la richesse nationale. C'était la manière pour eux de faire payer ceux qui en ont beaucoup plus et de faire payer aussi ceux qui en ont moins. Et ceux qui n'en ont même pas à la limite. Maintenant, pour faire plus sérieux, je pense que les questions sociopolitiques, je crois que l'Église a une histoire légendaire par rapport à ses opinions et j'en fais pour preuve le célèbre communiqué de l'Église le 15 août 2013 sur la révision de la Constitution à laquelle Boni Yaya a répondu par la suite. C'est-à-dire parfois l'Église reste tranquille, les évêques regardent ce que les Béninois vivent, ils s'asseyent, ils se disent mais sur cet aspect peut-être personne n'en parle,
les syndicats n'en parlent peut-être plus, les médias n'en parlent peut-être plus, les partis politiques ont peut-être consommé, se sont résignés, mais attention, nos populations, nos fidèles vivent encore ce mal, il faut opiner là-dessus. Je pense que c'est sur une question comme celle-là que nous venons parlant de la taxation. On nous a dit que le nouveau code des impôts et la loi des finances ne nous amènent pas de nouvelles taxes, ne nous imposent pas de nouvelles redevances fiscales, mais tout compte fait, la vie est chère. Et nous savons qu'une des conditions qui fait les prix des produits sur le marché, ce sont les impositions. Et Loric, je fais mienne les observations de William tout en précisant qu'il ne faut pas oublier que le clergé dont nous parlons fait partie intégrante de la société. Absolument. Et elle comprend très bien tout ce que la société béninoise vit. Effectivement, quand vous faites le tour du pays, vous allez remarquer que les produits de première consommation sont vraiment dans une haute vertigineuse. Et ça pose un problème de décence sociale, un problème de sécurité sociale. On va y aller Et au-delà de ce que le clergé a vu, c'est une manière d'amener le gouvernement à revoir la politique sociale, et c'est ce que le peuple a toujours demandé, c'est ce que le peuple a toujours souhaité. Oui, je pense que les prêtres ne sont pas des extraterrestres, et ils ne sont pas hors du Bénin, ils vivent dans la masse et ils écoutent beaucoup de choses, et je pense que ce qu'ils disent là, ça n'est pas de nouveau au Bénin, c'est ce que nous vivons tous, et ils ne font que rappeler ce qui doit être fait. Moi, je pense qu'il faut en discuter avec eux, il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent, parce que il y a des prêtres qui sont envahis dans leur, je ne sais pas, dans leur demeure, qui règlent des problèmes sociaux chaque jour. Prêtre, on n'a pas mangé aujourd'hui, on n'a pas fait ci. Ils sont là pour ça. Oui, ils sont là pour ça. Ils sont là pour ça, mais ils ont remarqué. Si les enfants l'ont dirigé dans la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est pour les orphelins, c'est pour nous autres pauvres. C'est pas pour cela qu'il faut les assaillir tout le temps. Ça veut dire qu'il y a un problème. On devrait aller voir qui alors dans ce cas? Eric. Franck. On ne peut pas aller voir le pasteur ou le prêtre. On continue de donner des quêtes. Ah oui, voilà. Ah oui, je partage cette anecdote-là. Vous savez, au plus fort temps de la crise de Covid, il y avait des pasteurs qui faisaient la célébration de la messe par WhatsApp. Ouais, et donc on payait aussi la quête par et on comptait le nombre de personnes connectées pour suivre. Malgré l'église qui nous secoue, l'église s'adapte. Non, je pense qu'il y a un contexte qu'il faut relever. Nous sortons, peut-être même pas encore, de cette crise de la Covid qui nous a beaucoup secoué. Et puis bon, il y a cette guerre à la Poutine qui s'en est ajoutée également, qui a fragilisé pratiquement toutes les économies. Et nous savons aussi que nous avons un budget entièrement fiscal. Et je pense qu'il n'y a pas longtemps que ça, et ça c'est ce qu'il faut souhaiter, que l'État subventionnait quelques produits, et puis nous l'avions remarqué, parce que nous faisions également le constat de ce que les prix se sont envolés sur le marché, et il fallait soutenir l'assiette, n'est-ce pas, des Béninois. Je pense que ça reste une réalité, il faut davantage encourager le gouvernement à peut-être revoir cette formule, revenir également sur cette démarche-là, puisque dans la période, cela avait beaucoup aidé les Béninois à pouvoir véritablement vivre autrement. C'est une observation assez pertinente, et je pense que c'est un mécanisme que nous avons déjà testé, et on peut encore le refaire. Allez les gars, merci beaucoup, on a beaucoup échangé, ce fut un plaisir. 2 sujets au cœur de nos échanges, la conférence diplomatique. En attendant donc d'avoir quelques bribes de ce qu'ils se sont dit, on a quand même opiné sur l'opportunité de cette rencontre et ce que ça pourrait changer à la diplomatie, à son orientation au Bénin. On a échangé autour des points retenus dans le communiqué final des échanges entre les prêtres catholiques, notamment les évêques du Bénin, se sont vus la semaine écoulée pour penser un peu non seulement à la situation de leurs fidèles, mais aussi à la situation socio-économique du Bénin. Bonne journée les gars, on va se voir demain. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va marquer une pause, le temps de prendre notre téléphone et d'appeler Jacques Degbé pour la rubrique économique. La Galerie Elda est spécialisée dans la vente en gros et en détail des mobiliers de bureau de...
Aquataps purifie l'eau et donne de la vitalité à toute la famille. Aquataps en vente partout. De retour sur Actu Matin pour la rubrique économie et ce mercredi, nous allons nous intéresser aux relations entre le Bénin et le Nigeria avec cette nouvelle ère politique de gouvernance qui s'ouvre du côté de l'Est à Abuja. C'est Jacques Degbe qui va nous tenir la main pour cette rubrique. Jacques est déjà en ligne. Jacques, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à tous. Merci d'avoir décroché notre appel. C'est un nouveau régime qui s'est installé à Abuja depuis lundi. Faut-il se dire que c'est le moment d'une nouvelle ère pour les relations entre le Bénin et le Nigeria resté, faut-il dire, très difficile avec le régime Buhari qui est parti? Oui, je crois quand même qu'on peut répondre par l'affirmatif avec l'arrivée de Bola Tinubu à la tête du Nigeria, parce que vous savez, hein, depuis l'arrivée au pouvoir du président Buhari, ça a été compliqué, les relations entre le Bénin et le Nigeria, notamment la fermeture des frontières, rappelez-vous, en août 2019, parce que là a duré 16 mois et il a fallu donc plus un an et demi pratiquement après pour qu'on puisse réouvrir ces frontières-là. Ça a été compliqué pour le Bénin. Les relations ne se sont pas véritablement améliorées après cet épisode-là. Maintenant, avec l'arrivée de Bola Tinubu, oui, il y a peut-être des chances que les relations s'améliorent entre les deux pays, parce que il y a déjà que Bola Tinubu est un homme d'affaires, tout comme le président Patrice Talon. Il y a aussi le rapport linguistique. Bola Tinubu est du sud-est du Nigeria, il est Yoruba. Il y a aussi les ethnies Yoruba, Nabo, au Bénin. Donc il y a cet aspect-là qui pourrait peut-être compter dans les relations. Et aussi, c'est vrai qu'il est de l'APC, hein, le même parti que Mohamedou Buhari, mais en tant que nouveau président, il voudra implémenter sa propre politique. Il voudra peut-être revoir ses relations avec ses voisins. Cela pourrait peut-être profiter au Bénin. Alors, c'est une question qui revient éternellement. Hein. Comment le Bénin doit-il profiter ou procéder pour profiter justement de la proximité avec le Nigeria? Oui, et je crois à ce niveau que se situe réellement le débat, parce que pendant longtemps, hein, selon plusieurs observateurs, le Bénin n'a pas véritablement su profiter de cette proximité-là avec le géant de l'Est, la première puissance économique du continent, s'il vous plaît. Donc je crois que cette fois, il faudra peut-être un nouveau paradigme économique, un nouveau modèle économique pour véritablement profiter de ce marché de plus de 200 millions d'habitants, 215 millions d'habitants pour être plus précis. Et là, selon le professeur Georges Agbachi Allé, il est professeur titulaire en géographie économique et humaine à l'université de Parakou, notamment au département de géographie ici à l'université de Parakou. Le Bénin doit miser sur son agriculture, les produits vivriers, les produits tropicaux, les produits agricoles de façon générale, qu'on pourrait donc exporter vers ce pays-là qui a quand même une population prête à consommer tout ce que le Bénin produit. Il y a donc ce marché-là qu'on peut exploiter de façon permanente. Et inversement, le Nigeria de son côté peut également profiter du marché béninois avec ses industries. Le pays a un tissu industriel qui est largement plus fourni que celui du Bénin. Oui. Le Nigeria avec ses produits pourrait donc profiter du marché nigérian, et avec la proximité qu'on a, on pourrait donc imaginer que les prix seraient peut-être moins élevés que
que ce que nous avons avec les produits importés de la Chine, de l'Inde, des pays européens par exemple. Voilà peut-être les axes de coopération qu'il faut explorer. Au-delà de ça, vous savez ce qui a causé la fermeture des frontières en 2019, c'est la contrebande. Tout à fait, oui. Qui reproche au Bénin, la contrebande. Et si on arrive aussi à améliorer ce côté-là, qu'on ne réexporte pas les produits venus d'ailleurs, le Nigeria, et bien on pourrait améliorer nos rapports économiques avec le de l'Est. Alors, vous avez commencé à l'évoquer d'ailleurs, et c'est votre personne ressource à qui vous avez adressé la parole. Il devrait intervenir dans cette rubrique. Je vais parler du professeur Georges Abachi Allé, qui est spécialiste de géographie économique et humaine au département de géographie à l'université de Parakou. Vous l'aviez rencontré, comme je le disais. Qu'est-ce qu'il vous a dit au sujet de cette nouvelle ère qui s'ouvre sur les relations bénino-nigérianes? Oui, je l'ai senti un tout petit peu dubitatif. Il a fait savoir qu'il est un scientifique et que s'il n'a pas les besoin du concret palpable, il ne pourra véritablement pas analyser. Mais comme je vous le disais tantôt, il a évoqué deux axes. Oui. Selon qu'on soit du côté béninois, du côté nigérien, pour revoir un peu les relations économiques entre les deux pays. D'abord, pour le Nigeria, il dit que le pays qui a déjà un tissu industriel développé pourrait explorer et utiliser davantage le marché béninois en exportant ses produits vers le Bénin à des prix qui normalement devaient pouvoir quand même arranger les consommateurs béninois. Et du côté du Bénin, nous n'avons pas encore un tissu industriel qui est aussi bien développé. Donc il faut miser sur les produits agricoles, le maïs. Tout à fait. Et viser la transformation sur le territoire nigérien. Voilà, qu'on pourrait donc exporter vers ce pays-là qui a une population de plus de 200 millions d'habitants. Oui. Et au-delà de ça, moi personnellement, je crois qu'il faudrait également qu'on puisse mettre en place un cadre. C'est pas un comité d'échange permanent entre le Bénin et le Nigeria sur les questions économiques, sur ces différends qui nous opposent souvent. Parce que, tenez, il y a la zone économique et industrielle de Godigo aujourd'hui qui est quand même une opportunité pour le Bénin. Nous avons pour l'instant des investisseurs indiens et chinois qui sont en train de travailler au niveau de ce pôle économique-là. Oui. Mais on pourrait également travailler avec les opérateurs économiques nigériens. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques nigériens qui peuvent également venir vendre leur expérience ici au Bénin. Ce ne sera que la coopération sud-sud qui en sortira gagnante. Alors, une dernière question. On a vu dans les environs de la passation de charges entre les présidents Buhari et Tinubu, l'homme d'affaires Aliko Dangote, dont les rapports et les opinions sur le Bénin de Patrice Talon ne sont pas très, très gentils. On se rappelle de ces vidéos qui ont circulé. Est-ce que ce n'est pas le vrai handicap à la normalisation des rapports entre les deux pays sous les Tinubu? Oui, on est tenté de le dire parce que, quoi qu'on dise, Aliko Dangote, c'est quelqu'un qui a un poids important dans la politique nigériane. Il est entre griffes aussi un faiseur de roi, comme on l'appelait Bola Tinubu. Donc, ses décisions pèsent souvent dans la politique nigériane. C'est l'homme le plus riche d'Afrique, un grand opérateur économique, et c'est un secret de polichinelle qu'il ne partage pas les mêmes avis avec le président Patrice Talon, qu'il n'est pas d'accord avec les politiques que mène le Bénin. On a suivi cette vidéo dont vous parliez tantôt, où il a critiqué le fait que nous importions le ciment de la Chine, alors qu'il y a le Nigeria qui produit le ciment juste à côté à un prix beaucoup plus abordable. Et il y a aussi ces marchandises qui ont du mal à transiter par le Bénin. Donc, je crois que cela aussi est un handicap. Le dernier épisode en date, c'est l'inauguration de la raffinerie. Tout à fait, de la raffinerie où Patrice Talon a été absent. Beaucoup de présidents, notamment de la sous-région, ont été invités, mais notre président, le président Patrice Talon, n'y était pas. Cela a fait couler beaucoup d'encre de salive. Moi, personnellement, je crois qu'il va falloir chercher à normaliser un peu cette relation-là avec l'homme d'affaires Aliko Dangote, pour pouvoir avoir l'espoir. Aider les deux pays à beaucoup plus coopérer sur le plan économique et même beaucoup plus au-delà, à coopérer tout simplement pour le développement de nos deux peuples. Merci beaucoup, Jacques Debé. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à Fraternité FM. Vous animiez en direct la rubrique économie. On s'est intéressé un peu au rapport entre le Bénin et le Nigeria avec l'avènement
du président Tinubu. Comment est-ce qu'il faut réfléchir à la normalisation des relations et quels sont les intérêts à le faire? On en a parlé. On devrait avoir les témoignages et l'avis du professeur Georges Agbachi Allé, mais malheureusement, quelques soucis avec les dieux de la technique. Et certainement qu'on reviendra sur cet avis donc du professeur dans nos éditions de journal télévisé. Retenez que les rendez-vous les plus importants de la journée, c'est à 13h et à 19h30 pour les informations. On retourne ici en studio et on va continuer à parler des rapports avec le Nigeria, mais cette fois-ci, on va s'intéresser à une activité assez intéressante qui lie intimement le Nigeria au Bénin. C'est l'activité de vente illicite de produits pétroliers, notamment le carburant essence. Et pour en parler dans ce studio, Dr Bruno Montios, sociologue de la débrouille, qui a travaillé sur le Payo et sur lequel il a mis d'ailleurs beaucoup de temps. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. J'ai trois questions principales pour évoquer ce sujet-là. Alors, pendant son discours d'investiture, Bola Tinubu a promis de couper les subventions au carburant. Ce n'est pas une première que c'est annoncé. Quelqu'un l'a même appliqué déjà. Quel sera l'impact direct de cette mesure, si elle arrivait, sur, je dois dire, l'activité du Payo au Bénin? Merci, cher journaliste. Je pense que ça fait bientôt 30 ans que l'État nigérian essaie de subventionner l'essence, oui, le pétrole dans son pays pour faire profiter ces populations à cette manne naturelle que Dieu leur a donnée. Et donc, c'est à juste titre que cela se fait, juste pour pouvoir réduire un peu les charges économiques et même sociales au niveau de cette population. Pratiquement pour cette année, ça fait jusqu'à au premier semestre, ça fait pratiquement près de 7,5 milliards de dollars que l'État nigérian a injecté en termes de subventions, d'accord, pour permettre à ces populations d'acheter le carburant un peu moins cher. Et donc, si cette annonce va augmenter, d'accord, va provoquer une hausse de près de 200%, d'accord, de prix du carburant, et cela va induire systématiquement une inflation, d'accord, une inflation au niveau du tissu économique du Nigeria. Je pense que peut-être sûrement l'actuel président Bola a déjà pris les dispositions pour supporter une autre pression, parce qu'il s'agit d'une pression. Mais vous savez, la politique, l'État définit les politiques. Le chef de l'État a défini, peut-être lui, il a défini sa politique, et donc pour pouvoir trouver de portes de sortie. Mais je pense qu'il en aura vraiment sur son compte, parce que ça ne va pas être chose facile. Comment le Bénin ressentira cette décision, cette application de cette décision? Oui, vous savez, ça aura vraiment, véritablement un impact direct sur l'essence vendue au Bénin, parce que, qu'on le veuille ou pas, les acteurs qui sont dans le secteur parallèle vont prendre l'essence, vont acheter l'essence soit dans les stations ou bien dans les raffineries clandestines. Vous savez, au Nigeria, il y a aujourd'hui près de 2000 stations raffineries. 2000 raffineries. Oui, informelles, quoi. Donc, et ces acteurs qui travaillent ont des complicités jusqu'à un niveau très très élevé de la hiérarchie militaire, et c'est la porte de sortie, ce fut la porte de sortie choisie pour pouvoir éviter ou bien faire taire les généraux pour qu'il n'y ait pas de guerre ou bien de contestation ou bien de coup d'État. De bruit de botte. Oui. Donc voilà un peu. Donc je pense que c'est la politique. J'avais dit dans ma thèse que le Bénin n'a aucune force pour arrêter l'essence Payo. Pas du tout. Oui, mais on en parlera tout à l'heure, puisqu'on a l'impression justement qu'on arrive à bout de cette activité-là. Mais déjà, une curiosité, comment est-ce que ça peut arriver à un pays qui produit de l'essence d'avoir des populations qui ont difficilement accès justement à ce produit-là et qu'il faut d'abord le subventionner?
Oui, vous savez, c'est la dernière fois qu'ils ont inauguré une raffinerie, et donc ils n'en avaient pas. Donc ils sont obligés d'envoyer le brut, la matière brute qui est raffinée et qui leur retourne. Donc ça veut dire que le coût devient important, ça devient un peu plus cher. Et si c'est le cas, la population à un certain niveau ne comprend pas. Mais voilà un peu les éléments de premier niveau qui les empêchent d'avoir accès à ce dont ils ont besoin. Donc l'État est obligé de subventionner. Vous savez, à cette annonce, le conseiller média de Bouhari, Femi Adesina, a dit qu'au plan économique, il n'y aura pas de problème, mais au plan social, que l'actuel président aura la population au dos. Donc c'est vrai que si ça se passe mal là-bas, nous, on aura mal ici, parce que ça fait 773 km que le Bénin partage avec le Nigeria. Et ces frontières sont poreuses. Nous n'avons pas une décision systématique à prendre. L'État ici luttait déjà contre cette activité, mais en termes d'implication sociale, économique, que deviendraient ces acteurs, des milliers d'acteurs qui sont dans ces secteurs et qui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le Bénin, et qui s'investissent dans cette activité. L'un dans l'autre, le prix du paillot, d'accord, de l'essence paillot va augmenter, non seulement par rapport à cette annonce, mais ça va induire également l'augmentation de quelques denrées, du coût de la vie, le déplacement, le transport. Oui, exactement. Absolument. Donc, ça veut dire que il faut essayer de développer de faire une adaptation au niveau de l'État pour voir comment on peut essayer de développer un système de résilience une théorie de résilience par rapport à cette annonce. Mais vous savez, quand on prend le pouvoir, il y a ce qu'on dit, mais quand on ne commence pas à l'exercer, la réalité vous impose. On a remarqué, docteur Moncho, on a remarqué une lutte silencieuse mais efficace contre le paillot à Cotonou et environ. Une remarque assez flagrante, les bouteilles ne sont plus exposées au bord des grandes artères de la ville. Quand on sait bien que combien le phénomène a la peau dure, on peut déjà dire que c'est quand même un début de réussite contre la lutte, enfin, contre le phénomène. Oui, je pense que en fait, les acteurs que vous êtes, que nous sommes, dans notre pays, on développe une stratégie d'appui à ces différents acteurs. Il n'y a pas de bouteilles, mais on va pour quand même s'approvisionner auprès de ces acteurs. Vous voyez? Et donc, il y a de l'adaptabilité par rapport à la nouvelle donne. L'un dans l'autre. Ils sont rentrés dans les maisons, sont rentrés dans les ruelles. Oui, on leur donne la caution et on leur offre le matériel, non seulement le matériel, mais le local pour pouvoir satisfaire à cette nouvelle donne. Demain, moi, j'ai positionné une étudiante sur la problématique pour réfléchir sur le devenir de la vente de l'essence paillot au Bénin. Ça va devenir quoi? Si on arrive à l'interdit au Bénin, ce qui n'est pas possible, ou bien si le Nigeria prend des dispositions pour l'interdit là-bas, ce qui serait très difficile, mais ça peut arriver. On a dit dans ce pays qu'on ne peut pas réviser la constitution du Bénin, mais ça a été fait. Donc, l'un dans l'autre, et il faut voir si ça arrive, comment les acteurs qui sont utilisés, parce que l'État en profite à double titre. Tout à fait. D'accord. Tous ceux qui n'ont pas la possibilité de faire quelque chose sont dans ce secteur et financent également le secteur public. Vous voyez, où l'État aussi prend des tasses. Aujourd'hui, les cargaisons, ils sont taxés et les acteurs payent. Les acteurs n'ont jamais refusé de payer, mais l'un dans l'autre, ils ont toujours leurs bénéfices. Donc, ce n'est pas une activité isolée. Ça a résisté à la révolution, c'est rentré dans la démocratie et plusieurs présidents se sont suicidés avec... Alors, comment les populations actrices de ce secteur, de ce commerce, voient la lutte? Est-ce que vous avez essayé de comprendre un peu, de les écouter un peu? Ah oui, on les a écoutés, mais lorsque aujourd'hui,
il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de stations qui sont ouvertes. En tout cas à Cotonou. Oui, à Cotonou, un peu dans le Bénin profond, mais ce n'est pas ce que ça doit être. En termes de couverture, si vous sortez, si vous allez marcher, si je vais chez moi à Timé, il n'y a même pas encore une station dans tous les arrondissements. Donc, même ce qui est au niveau de l'arrondissement central ne marche pas. Donc, toutes ces populations doivent s'approvisionner, donc sont obligées de venir. Oui, ça va être progressif, en tout cas, ça va être progressif. Donc, du coup, quand tu sors de chez toi, tu as ces acteurs qui te donnent la possibilité de satisfaire tes besoins. Oui, mais à Cotonou, comment est-ce qu'ils réagissent par rapport à la lutte engagée par Patrice Talon? Mais l'un dans l'autre, ils n'ont jamais donné une certaine caution favorable à cette lutte. C'est vrai que ça nous crée des dommages, mais ce n'est jamais un problème parce que soit votre frère, votre soeur ou bien un membre de la famille est dans le système et satisfait les uns et les autres. Donc, en termes dans le désert de services publics, les acteurs utilisent l'environnement social pour pouvoir satisfaire un certain nombre de besoins cruciaux. Un certain nombre de besoins. Ces besoins sont vraiment cruciaux et fondamentaux pour la population. Et lorsqu'ils ont satisfaction, c'est fini. Ils donnent leur caution à ce qui est fait à ces acteurs, tant bien même que ça crée des dangers, tant bien même que ça crée des dommages. Docteur Bruno Mocho, merci d'être venu sur Actu Matin. On a parlé un peu de la survie du Kwayor, de la lutte engagée au Bénin contre le secteur, contre le phénomène de vente illicite de produits pétroliers aux abords de voies. On s'est basé surtout sur la promesse de Bola Tinubu de ne plus subventionner le carburant dans son pays. On espère bien qu'il y arrivera. Oui, comme le dit quelqu'un, on avisera. Et comme on dirait dans leur langue officielle là-bas, wait and see. Wait and see. Merci beaucoup, Dr Bruno Mocho, et bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Voici la revue de presse d'Asiongo Kanya Asiongo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'autre quotidien revient ce jour sur la nomination d'Éric Rondeté en qualité du chef de file de l'opposition, écrit que le voilà désormais investi d'une mission qui le mettra davantage en exergue et fera de lui le premier représentant de l'opposition et interlocuteur privilégié auprès du chef de l'État, Patrice Talon. Et des défis se profilent sur sa nouvelle expérience. Avec son expérience politique, notamment sa connaissance de la classe politique, Éric Rondeté imprimera probablement une nouvelle image, un nouveau style, un nouveau mode de fonctionnement à l'opposition pour lui permettre de jouer le rôle que l'opinion publique attend d'elle. Mais l'efficacité de sa mission sera toujours appréciée par sa capacité à rassembler l'opposition autour d'un véritable idéal républicain pour une bonne image de la classe politique et de la démocratie béninoise. Pour le matinal, en procédant à la nomination du chef de file de l'opposition, Patrice Talon vient de prendre à défaut ses détracteurs et montrer sa volonté à se plier aux tests de la République. Désormais, mis face à ses responsabilités, le nouveau chef de file de l'opposition devra travailler à une meilleure organisation de cette classe politique en proie à une morbide guerre d'ego et une cacophonie légendaire dans l'animation de la vie politique. Le parti Les Démocrates, qui en croit l'autre quotidien, ne se reconnaît pas dans la désignation des nouveaux membres de la Cour constitutionnelle faite par le chef de l'État et le bureau de l'Assemblée nationale. Ils ont manifesté leur indignation vendredi dernier à travers une déclaration. Lui au siège du parti exige la reprise du processus de désignation des membres de la Cour constitutionnelle. Et ailleurs, notre Bénin intelligent, à 3 ans de la fin du dernier mandat de Patrice Talon, des mouvements et associations naissent déjà pour susciter des candidatures. Et c'est Olivier Bokor, grand allié du chef de l'État, qui est actuellement exhibé comme le dauphin parfait, à même de sauvegarder les acquis des 2 mandats. La vague des instigations de la candidature du surnommé vice-président de la République est partie de l'association des pasteurs partageant les idéologies de Olivier Bokor. Samedi 11 mars, le Creuset, regroupant essentiellement des bergers évangéliques, a organisé une prière en son honneur. Puis vient le tour de dynamique Olivier Bokor 2026, dont les barons jettent le dévolu sur la même personne. Ce matin,
Fraternité loue la démarche du nouveau président nigérien et fait observer qu'à peine a-t-il été investi dans sa nouvelle mission qu'il a posé un acte fort, à la limite révolutionnaire. Sans crier gare, le nouveau président de la République fédérale du Nigeria annonce les couleurs de son mandat qui visiblement se veut être celui des réformes et des grandes œuvres. Dès le lendemain de son investiture, il prend une mesure à polémique. Contrairement à ses prédécesseurs, pour des contraintes budgétaires, il a pris la décision de ne plus faire subventionner l'achat des produits pétroliers par le Nigeria, mettant ainsi fin à un sujet tabou à Sorok depuis les années 1970. Pourra-t-il rester droit dans ses bottes sans fléchir? Telle est la principale interrogation. Pour le moment, la décision est prise et il faut croire qu'elle sera appliquée. Dans ce charivari qui s'annonce du côté du géant de l'Est, que fait le Bénin pour minimiser au maximum ce grand coup qui risque de s'abattre sur son économie? S'interroge le journal qui estime qu'il faut croire que le régime actuel a anticipé en créant les conditions pour une multiplication des stations d'essence aux angles de rues et aux abords des voies, surtout en milieu urbain. La ruée vers les stations sera facile à gérer pour les pompistes qui ne se sentiront pas submergés par la forte demande. De son côté, l'économiste du Bénin informe que dans le cadre de la mise en œuvre de la première phase du projet harmonisation et amélioration des statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre, la Banque mondiale a approuvé pour le Bénin et autres pays que sont la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Gambie, un montant de 282 milliards de francs CFA. Ce projet de la Banque mondiale a pour but de renforcer les capacités statistiques afin d'améliorer la qualité de la production de données, l'harmonisation régionale, l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que la modernisation des systèmes statistiques. C'est un financement constitué de crédits et de dons de l'Association internationale de développement, IDA. En matière de modernisation du système d'identification des personnes, Fraternité met un accent sur les avancées du Bénin saluées à l'international. Identification sécurisée des personnes physiques, établissement du registre national des personnes physiques, attribution d'un numéro personnel d'identification, délivrance à titre gracieux à chaque citoyen d'un certificat pour faciliter l'accès aux services sociaux de base grâce à l'interopérabilité avec les systèmes des prestataires de services. Les performances du Bénin en matière d'identification des personnes ont valu au pays des ovations bien méritées au cours de l'Assemblée générale de Identity for All Africa, une réunion internationale tenue à Nairobi du 23 au 25 mai 2023. À juste titre, ces innovations et succès ont enrichi les échanges entre les représentants des 48 pays représentés à l'Assemblée générale de Identity for All Africa. Il reste à souhaiter que tous les autres États avancent rapidement car il est prévu que les systèmes FID des pays participants au programme Yuri soient interopérables au niveau régional et permettent donc la connaissance mutuelle des justificatifs FID. Merci d'avoir été à l'écoute. Voilà, c'était donc la revue de presse d'Assimo Kanyasimo qui vient mettre un terme à ce numéro d'Actu Matin. Retenez qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans tabac qui est célébrée en ce 31 mai 2023. Il y a des statistiques qui sont assez inquiétantes, notamment intéressant le continent africain. Le nombre de consommateurs de tabac dans la région africaine de l'OMS est passé d'environ 64 millions d'utilisateurs adultes en 2000 à 73 en 2018, 73 millions en 2018. Et cette augmentation est due en partie à une production accrue du tabac et la commercialisation agressive du produit, a écrit donc l'OMS sur sa
page sur son site internet, pardon. Il faut dire que cela entraîne, la consommation du tabac entraîne la mort de 8 millions de personnes par an chaque année, donc, sur l'ensemble de la planète. Autre actualité qui pourrait vous intéresser aujourd'hui aussi, si vous aimez le football, et notamment le football dames, sachez que les Amazones du Bénin sont en demi-finale du tournoi des moins de 21 de l'UFOA dans la zone B. Le match se déroulera aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, c'est mercredi. On aura un œil et une oreille du côté du palais de la Marina. Ce sera pour le Conseil des ministres puisque nous sommes mercredi. Merci d'avoir suivi Actu Matin. Bonne journée et à demain.